La saison 4 du podcast de Flash Formation vous est présentée par Francis Perrault-Varin, courtier hypothécaire chez Multiprêt Hypothèque. Que ce soit pour le refinancement, l'achat ou la préautorisation hypothécaire, communiquez avec l'équipe de Francis Perrault-Varin pour avoir le meilleur taux au meilleur prix. Bonjour tout le monde, Marc-Antoine Jeté à nouveau avec vous pour l'enregistrement de cet épisode du podcast de Flash Formation. Très content d'être de retour parmi vous après une saison d'absence du micro. Me voilà de retour là, pour enregistrer là, des capsules, des épisodes avec vous et rencontrer des nouveaux invités. Pour débuter cette saison, on a le plaisir, le privilège même de recevoir M. Richard Amnotte, qui a évolué depuis des années dans le domaine de l'incendie. C'est un plaisir de te rencontrer, Richard. Merci Marc-Antoine. C'est plaisir. Vraiment, je me sens choyé. Puis c'est avec beaucoup d'humilité que je me retrouve ici. La première question, on la pose à peu près à tous nos invités, là, c'est d'établir un peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler aujourd'hui en sécurité incendie, en sécurité civile? En fait, on a juste une heure. Hein. Oui. On va essayer de garder ça court. Mais en fait, le parcours a commencé en 1985. En fait, jeune, je recherchais des métiers de l'urgence. Alors, au cours de ma technique policière, oui, j'avais commencé technique policière. À l'issue de la deuxième année, je m'engage comme pompier volontaire à Rosemère à ce moment-là. J'ai 19 ans. Et c'est là que j'ai découvert le côté intéressant de pompier, et puis qui m'a amené à vouloir délaisser éventuellement les études de policier pour me concentrer sur le contexte pompier. Et c'est en 1987, à l'issue de concours, j'avais fait notamment la ville d'Outremont et la ville de Westmount, que la ville d'Outremont m'a appelé. Et puis, j'ai commencé ma carrière comme pompier permanent à ce moment-là à Outremont. Donc, en 85, je suis toujours à Rosemère. En 87, je commence pompier permanent. 89, je suis promu lieutenant volontaire à Rosemère. Et puis, je poursuis ma carrière à ce moment-là aussi comme pompier permanent à Outremont. Quelques années plus tard, 93, 94 à peu près, je suis promu lieutenant à Outremont. Et puis là, les années se succèdent. Mhm. Mais en parallèle à ça, je me suis toujours donné comme objectif pour être un bon pompier. Je me suis toujours donné comme devoir de l'enseigner le métier. Ce qui a fait en sorte qu'en 89, j'ai eu l'opportunité d'enseigner à l'IPIC. Je suis entré à l'IPIC, j'ai enseigné notamment à l'époque où c'était un programme sur 2 ans. J'ai enseigné en prévention incendie, j'ai enseigné 2 cours pendant une année. À l'issue de cette année-là, par la suite, j'ai enseigné, il remettait sur pied toute la structure de la formation des blocs à cette époque-là, puis les pompiers Oui. à temps partiel, hors de week-end. Fait que je me suis rendu disponible pour enseigner les week-ends à l'IPIC. Et ça, j'ai fait ça pendant quelques années, jusqu'à ce que, là, je mets un parallèle, promotion lieutenant à Outremont. Je veux être un bon officier, je vais aller enseigner le métier d'officier. Or, concours de circonstances, des opportunités s'offrent au Collège Montmorency dans, à ce moment-là, le programme de technique de management en sécurité incendie. À l'époque, les cours stratégie tactique d'intervention, Oui. mesures de sécurité sur une scène d'intervention, système de commandement. Or, je me rends disponible, puis éventuellement, j'enseigne stratégie tactique, j'enseigne mesures de sécurité sur une scène d'intervention. Et puis là, ce qui est quand même cocasse un peu, autant j'étais jeune à enseigner à l'école de pompiers, j'étais jeune en expérience aussi à enseigner aux officiers. Mais néanmoins, ça m'a toujours forcé à toujours tenter d'être au-dessus de la mêlée dans les connaissances générales. Fait que je recherchais beaucoup, j'observais, j'apprenais à gauche, à droite du mieux qu'on je pouvais dans ce temps-là, parce qu'encore là, aujourd'hui, l'accessibilité à Internet, Mhm. les diverses formations qui sont disponibles et accessibles de chez soi, mais à l'époque, c'était pas ça. Mais ça a toujours fait partie de ta personnalité d'être curieux. Oui, effectivement. Puis voilà, les années avancent. Puis en parallèle, j'enseigne au Collège Montmorency. Je poursuis ma carrière à Outremont. Mais j'ai une intention de devenir un officier cadre. Alors, les opportunités à l'époque, au moment où je quitte en juillet 2000, la loi de fusion n'était pas encore apparue dans le décor. Mhm. Je fais concours à la ville de Sainte-Foy. Et la ville de Sainte-Foy retient mes services à ce moment-là comme lieutenant dans une structure où les officiers de caserne étaient des officiers cadres. OK. Alors, je quitte la région de Montréal, je veux dire, je m'extrade à Mhm. Québec. Et puis, j'œuvre au service d'incendie de Sainte-Foy en 2000, loi de fusion qui est arrivée quelques temps plus tard. Et puis, d'opportunité, passe lieutenant à éventuellement capitaine à Sainte-Foy. Fusion municipale, divers concours. Mes services sont retenus comme directeur adjoint au service d'incendie de la nouvelle ville de Québec. Puis, c'est probablement par audace, par volonté.
Mais bon, j'ai 36 ans quand j'accède à cette fonction-là. Wow. Ce qui est quand même très jeune, Oui. puis aussi avec un parcours relativement rapide pour me retrouver là. Mais bon, on a dû, dans le processus, identifier que j'avais les prérequis qui permettaient d'occuper cette fonction-là. 2 ans plus tard, j'ai l'opportunité d'être directeur du service incendie de la Ville de Québec. Et puis, ça a été aussi de bonnes années, parce qu'on peut imaginer cette fusion-là de 2000, c'est le regroupement des services d'incendie. À l'époque, tous les services d'incendie qui constituent maintenant qui constituent la nouvelle ville de Québec. Structure à temps partiel, pompiers temps plein, réussir à jumeler le tout ensemble, harmoniser les méthodes opérationnelles, toute la flotte de véhicules, les équipements, la radiocommunication, éventuellement aussi la négociation de la première convention collective, la rédaction du premier schéma de couverture de risque pour l'une des grandes agglomérations. Donc, Québec a été la première grande ville à l'issue des fusions municipales de 2002 à déposer et avoir un schéma de couverture de risque approuvé. Puis si tu me permets, là, c'est clair que si vous avez fait face à plusieurs défis là, quand il y a eu le temps de regrouper, mais selon toi, ça serait quoi si tu avais identifié le plus grand défi qu'a été justement la fusion là, de ce service-là? En fait, c'est de réussir à mettre en place, à l'intérieur d'une grande agglomération comme Québec, qui est devenue la Ville de Québec, Oui. une structure avec une présence permanente en caserne sur 100% du territoire. OK. Alors, pourquoi? Il faut comprendre que historiquement, chacune des villes qui entouraient le noyau central de la Ville de Québec et de Sainte-Foy, Charlebourg-Beauport, qui étaient protégées par des pompiers permanents, c'était des organisations avec une structure de pompiers à temps partiel. Mhm. Et pour l'ensemble de la population et les décideurs du temps, qui devenaient les décideurs de la nouvelle ville, ben, c'est aussi comment comprendre qu'on pense d'une organisation à un fonctionnement à temps partiel, temps plein, à éventuellement une nécessité d'avoir une structure de réponse à temps plein, en fait. Ça, c'est clair que ça doit influencer la culture des organisations, là, Oui, ça a que de été... changer le statut. Ben oui, ça a été de grandes épreuves. Ça a été nécessairement une grande préparation, réussir à faire la démonstration du besoin. En fait, c'est le schéma de couverture de risque qui est venu nous aider à travers ça pour pouvoir arriver à ce résultat-là. OK. Puis, de fil en aiguille, qu'est-ce qui t'a amené à occuper des fonctions à la ville de Lévis? Ben, en fait, suite à la Ville de Québec, en 2007, j'ai accepté de quitter mes fonctions pour aller prendre un pas de recul. Je vais l'appeler ainsi. Mhm. J'ai eu l'occasion de travailler dans 2 organisations, privées. J'ai travaillé pour EducExpert comme vice-président des opérations de développement des affaires pour l'entreprise pendant 2 ans et demi, quasiment 3 ans. Par la suite, j'ai travaillé pour une entreprise, Sperian, qui est manufacturier de tenues de combat incendie, appareils respiratoires, et donc qui a été acheté éventuellement par Honeywell. Mais mon cœur était vraiment pompier. OK. Alors, c'était vraiment un épisode auquel, je pense, ça m'a permis de voir, à découvrir de nouvelles habiletés, si je peux ainsi dire. Et puis réaliser que je suis bon à contrôler des dépenses, mais pas à générer des revenus. OK. Fait que dans ce contexte-là, travailler au privé, c'est pas fait pour moi. Mais je suis probablement un fonctionnaire dans l'âme. Puis, dans ce contexte-là, ben, il était peut-être préférable que je me retrouve revenir, en fait, dans une situation à travailler pour une municipalité, ou du moins pour la fonction publique. Et l'opportunité s'est présentée à la ville de Lévis. Alors, à ce moment-là, j'étais à la recherche de chef de division. J'ai été recruté en 2011, juillet 2011, à la ville de Lévis. Et puis, ben, à travers les années, gravi à directeur adjoint du service d'incendie. Par quelques changements au niveau de notre organisation, où notre directeur incendie était souvent appelé à la direction générale, parce qu'il y a eu quasiment 3 effets successifs où nos directeurs incendie sont devenus directeurs généraux adjoints à la municipalité de Lévis. Donc, j'ai occupé les fonctions de directeur par intérim à quelques reprises. Mais voilà que, en fait, à travers mon histoire de 39 ans, en mai dernier, projet que j'ai chéri pendant quelques années, c'était de développer l'opportunité de mettre en place à la ville de Lévis un bureau de sécurité civile, alors que la fonction de sécurité civile ou la gestion de la sécurité civile était intégrée à même le service de sécurité incendie.
Mais compte tenu de l'évolution de la ville, on trouvait d'opportunités à faire valoir qu'il serait d'intérêt d'avoir un bureau de sécurité civile pour gérer spécifiquement ce volet-là. Alors de là, mai dernier, je suis promu, en fait, j'obtiens le poste de directeur du bureau de la sécurité civile. Wow! C'est un super beau parcours. Puis on s'en est parlé là, avant de débuter l'enregistrement, tu sais, dans nos parcours, dans les parcours des gens. Des fois, sans vouloir, on influence d'autres personnes. Puis je sais que ton parcours en a influencé plusieurs. Fait que je tenais à te féliciter pour ton parcours. Il y a autre chose qu'on avait discuté ensemble. En fait, est-ce que tu aimerais nous parler des différents stages que tu as fait à l'international ou à l'étranger dans le domaine de l'incendie? Puis qu'est-ce que ça t'a amené, ça, comme contribution? En fait, si on veut travailler différemment, il faut voir ce qui est différent. Ouais. Alors, sans dire que si on reste au Québec, on va toujours évoluer dans un contexte québécois, mais d'avoir des perspectives différentes, ça nous amène à faire évoluer notre pensée, puis d'être capable de faire, on va dire, en bon terme en anglais, du cherry picking. Là. Mhm. On va choisir à gauche et à droite ce que l'on peut considérer être bon, peut-être meilleur, puis de voir comment est-ce qu'on peut l'amalgamer avec ce que l'on fait pour nous faire évoluer. Donc, ouais, j'ai eu l'occasion, maintes reprises, d'aller faire des stages. Notamment, mon premier stage que j'ai fait, c'était au service d'incendie de la ville de New York. Alors, à peine promu lieutenant à la ville d'Outremont à cette époque-là, je dactylographie, parce qu'il faut convenir que là, on est en début des années 90, on n'est pas encore à l'ère de l'informatisation comme on connaît aujourd'hui. Et j'envoie une lettre au Fire Commissioner de New York demandant l'opportunité d'aller faire un stage pour aller observer l'application de la norme NFPA 1500, donc la norme sur la santé et sécurité au travail chez les pompiers, alors que je commence à enseigner au Collège Montmorency le cours Mesures de sécurité sur une scène d'intervention. Et soi-disant, en expliquant, je voulais voir comment un service d'incendie de grande envergure, bon, j'avais choisi New York à ce moment-là, voir comment on pouvait intégrer une norme comme la norme NFPA 1500. Alors, quelques semaines plus tard, je reçois une lettre en fait, je me souviens encore particulièrement de son nom, Joseph Castlebury, qui était à ce moment-là le Chief of Department à New York, qui donne son aval, autorise la possibilité d'aller faire un stage là-bas. Puis, je dois contacter quelqu'un. Le contacte. Et puis, éventuellement, il fixe mon premier stage. C'est une semaine que j'ai passé au service d'incendie de New York, accueilli de façon officielle. Et donc, ça m'a permis d'aller faire des visites à gauche, à droite. Notamment, j'ai eu un 24 heures avec Rescue 2 dans Brooklyn. Wow. Alors, ça a été des opportunités où je me suis pincé. Mais à travers ça, ça a été comme le déclencheur d'un intérêt d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Donc, j'ai visité, j'ai fait des stages à la fois à Boston, j'en ai fait à Baltimore, County notamment, alors que j'allais à Firehouse Expo. J'en ai fait à Indianapolis, alors que j'allais au DIC. Ouais. De jour, j'allais au congrès. De soir, j'étais en caserne, je courais des appels sur les unités. J'ai fait à New York, comme j'ai mentionné, et puis j'ai aussi fait Miami, notamment, à 2 reprises. Puis là aussi, en fait, c'est l'approche américaine, c'est un peu à quelque part un modèle auquel on est beaucoup influencé. Oui. Mais je voulais voir une perspective différente, donc j'ai eu l'opportunité d'aller en Europe. Et en Europe, j'ai fait des stages, notamment en Seine-et-Marne, qui est un département tout juste adjacent à la ville de Paris. J'ai fait quelques semaines là. J'ai eu l'opportunité de développer de belles relations en Seine-et-Marne. Et puis, je suis allé aussi faire des observations à gauche, à droite. J'ai participé à une manœuvre avec la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris où ils simulaient un incident d'une attaque au sarin dans le métro des Invalides. J'étais probablement le seul observateur international qui était présent et autorisé par le directeur, le général de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. J'ai aussi fait des stages à Toulouse, plus au sud. Alors, pendant 3 années successives, le département, le 31 de Haute-Garonne, a eu la gentillesse de m'accueillir pour aller faire des observations en caserne puis de voir le mode de fonctionnement. Alors, ça m'a amené à tisser un réseau intéressant de contacts de part et d'autre de l'océan. Et puis, à travers ça, d'avoir des échanges constructifs
sur des visions, des perspectives qui sont différentes, méthodes opérationnelles, nos équipements, le déploiement, la gestion des ressources. Je me souviens particulièrement, service d'incendie, quand j'étais à New York, notamment, pas New York, à Miami, j'avais eu une rencontre avec le directeur adjoint du service d'incendie de Miami-Dade, et puis on parlait de relations de travail pour, à la fin, constater que même s'il y a quand même 2000 quelques kilomètres qui nous séparent, Ça se ressemble? on a les mêmes problèmes. En fait, ce qu'il m'avait répondu en anglais, c'est Same circus, different clowns. Oui, hein? Oui, je pense que ça revient souvent. Quand on se compare, souvent, on se rend compte Ouais. que oui, on a des différences, mais au niveau de la gestion des êtres humains, là, il y a bien des similitudes. Ouais. On est présentement dans la période d'inscription pour le projet Tactique 2025. Il nous reste de la place pour les week-ends tactiques de combat. Qu'est-ce que c'est le week-end? Ça commence le vendredi matin. Le vendredi, formation théorique toute la journée sur les nouvelles tactiques de combat incendie, sur les normes de mise à feu NFPA 1403. Samedi et dimanche, des scénarios de mise à feu dans un bâtiment qui a été rénové spécialement pour l'occasion. 2 week-ends de disponibles, c'est-à-dire au mois de mai et au mois de septembre. Pour plus d'informations, visitez le www.flashformation.com. En effet. Alors, c'est là où ces stages-là m'ont vraiment permis d'avoir des observations de ce qui se fait, mais aussi un réseau de contacts fort qui me permet, dans des circonstances auxquelles je veux faire évoluer ma pensée, rapidement, je peux écrire à ces personnes et puis d'obtenir leur perspective. Puis en même temps, voir aussi à bâtir des relations personnelles intéressantes qui fait en sorte que non seulement, pour la plupart, c'est des collègues pompiers ou de sécurité civile, mais c'est aussi à travers les années, pour plusieurs, des amis. Ah, mais c'est super intéressant parce qu'en effet, je pense qu'on gagne beaucoup à aller voir ce qui se fait ailleurs. Tu sais. On le dit au Québec, on se considère comme étant, je ne veux pas dire différent, mais on se considère unique. Puis à chaque fois qu'on fait face à un problème, qu'on vit une situation dans notre service incendie, dans notre organisation, dans notre équipe, puis on se compare toujours sur le voisin d'à côté ou sur l'autre. Alors que des modèles, il y en existe des millions. Puis on gagne à aller chercher peut-être des visions, des façons de faire complètement différentes. C'est pas dire qu'on n'est pas capable de faire mieux, mais Ouais. comment faire différemment si on a Ouais. toujours le même ordre de pensée. Sinon, si on revient sur la ville de Lévis un peu, j'aimerais savoir, selon toi, qu'est-ce qui distingue la ville de Lévis des autres organisations? En fait, distingue. Lévis, c'est une très belle ville. C'est une ville en plein développement. C'est une ville qui, à l'issue de la fusion municipale en 2002, c'était 122 000 habitants. Tout juste le décret de cette année, on est à 159 000. C'est une propulsion, en fait, dans cette ville-là. 37 000 nouveaux arrivants. C'est une ville qui, essentiellement, était, je ne vais pas dire résidentielle, quelque peu commerciale, quelque peu industrielle. Le port, Mais beaucoup d'activités se développent. Seulement aussi, l'un de nos risques majeurs qui est vraiment au centre de notre terrain, c'est la raffinerie Valero, qui est l'une des plus grosses, sinon la plus grosse raffinerie dans l'Est du Canada. Alors, c'est quand même une ville qui a un fort potentiel. Et en fait, à l'intérieur de ça, la ville qui progresse, on est rendu avec des bâtiments à grande hauteur en nombre impressionnant et ça ne cesse de construire. Il y a des projets en développement de façon importante à la ville. Mais c'est aussi une jeune organisation. C'était ce qui la distingue probablement, c'est une organisation qui, à travers la structure qui était à la fusion municipale, que je ne peux pas vraiment la décrire, parce que j'y étais pas présent à ce moment-là. J'étais à Québec, du côté de Québec. Mais ce que j'ai pu observer, constater, c'est des hommes et des femmes très intéressés, ancrés dans l'incendie, aussi ancrés dans leur communauté. Donc, une bonne connaissance du territoire et du milieu, et qui, regroupés ensemble, a, à travers les premières années, amené à structurer le service d'incendie en mettant une garde en permanence à partir des pompiers à temps partiel, puis éventuellement évoluer vers une structure qui a, à travers les années, mais a mis son empreinte avec des pompiers permanents, et donc constitué maintenant de 6 casernes, 120 pompiers, donc 30 pompiers par corps de travail. C'est aussi un service d'incendie qui offre le service de premier répondant à travers tout ça. C'est quand même un fort potentiel. C'est 8 000 interventions année à travers les 6 casernes. Et, quasiment 55 % c'est du médical, 45 %
les interventions communes au service d'incendie. Alors, le taux d'appel est quand même assez impressionnant. Puis, est-ce que tu peux nous parler un peu de la structure organisationnelle? Que tu me parles d'une jeune organisation, celle de le service incendie de Lévis. Ben, parle-nous un peu de la structure, de l'organisation du travail. Ben, en fait, c'est une organisation qui est similaire aux autres services d'incendie. Donc, on est quand même maintenant sur des horaires 24 heures. À l'époque, on était sur le même horaire des 10-12, en fait, des 10, 14, 10-14, 24, là, ouais. 10, 14, 24. Mais voilà, c'est une organisation qui, probablement par sa grosseur, permet, en fait, sa grosseur ou sa petitesse, je veux Mm. dire, permet d'avoir un contact très rapproché avec l'ensemble du personnel, puis d'avoir l'opportunité probablement de connaître tous les employés, tous les pompiers, pompières par leur prénom. Alors, nécessairement, ça amène ce contact-là privilégié de la part notamment des chefs aux opérations, des chefs de division sur le terrain, d'être capable d'aller palper, capter les attentes, les besoins. Et ben, c'est probablement plus facile avec un petit bateau que par rapport à un gros paquebot Ouais. de réussir à faire des virages. L'un des virages, notamment, on pourrait parler notamment la notion de l'attaque transitoire. Ben, Ouais. quand tu es venu le temps de chercher à intégrer cela à l'intérieur de notre organisation, ben, ça a probablement été une épreuve moins complexe que d'autres organisations pour réussir à créer ce virage-là. Donc, nécessairement, dans le contexte, ben, pour moi qui voulais m'enquérir de ça, je vais à Knoxville, au Tennessee, suivre une formation, la notion de SLICE RS, là, Oui. ordonnée par la International Society for Instructors. Et puis, ben, je reviens avec tout le matériel, regroupe les membres de l'état-major à ce moment-là, et puis, ben, on travaille ensemble sur un plan pour réussir à amener ça. Flash Formation a largement contribué à cette transition-là dans l'organisation, mais ce qui a probablement amené à l'organisation rapidement à pouvoir mettre en place cette approche-là qui, en fait, fort de constater que ça a été un succès parce qu'il y a nombre d'interventions qui ont été beaucoup plus rapidement contrôlées de par une approche rapide, efficace comme l'offre le propose l'attaque transitoire. Alors, probablement, c'est justement le fait c'est une grande petite organisation qui permet de pouvoir faire ça et d'avoir la chance d'évoluer rapidement. Richard, dis-moi, quels sont les défis d'une organisation d'être à l'écoute? Être à l'écoute des tendances ou des mouvements qu'on pourrait avoir dans le milieu de l'incendie? Les modes peut-être, là. En fait, il faut avoir cette ouverture d'esprit-là dans quelle que soit l'organisation. Je pense que le service d'incendie de Lévis a encore cette opportunité-là. Je disais tout juste à l'instant, l'organisation est suffisamment petite et suffisamment grande pour pouvoir réussir à être à cette écoute-là. Donc, c'est de pouvoir... le grand défi, c'est de livrer. Livrer ce que l'on... Les attentes? les rivaliers et les attentes. Fait qu'une fois qu'elles sont exprimées, soit, c'est pas dire parce qu'elle est exprimée qu'elle va s'implanter. Il faut réussir à avoir un bon plan de préparation, de communication, puis d'amener nécessairement l'organisation à évoluer vers ce changement-là, cette transition-là. Alors, c'est d'avoir... d'être sûr d'avoir la capacité de livrer ce que l'on souhaite. Ce qu'on a exprimé comme étant un besoin. Maintenant, j'ai une question un peu plus futuriste. On va dire ça comme ça. Richard, comment tu perçois l'évolution, j'allais dire de la formation en incendie, mais je vais aller un peu plus large, je vais dire un peu l'évolution de l'incendie pour les années à venir? En fait, on a beaucoup de travail à faire. La science, de plus en plus, nous donne beaucoup plus d'informations, une meilleure compréhension des phénomènes thermiques, seulement l'évolution des incendies. Ça nous amène à devoir seulement adapter. Bon, on parlait de l'attaque transitoire un peu plus tôt. Ça c'en est une démonstration où, à quelque part, on a pu mieux comprendre les phénomènes thermiques, puis de savoir qu'on peut attaquer les feux différemment, ou du moins revenir peut-être sur des anciennes pratiques qu'on faisait, Ouais. mais on ne comprenait pas pourquoi. Mais ceci dit, la nature du travail des services d'incendie doit évoluer. On sait statistiquement le nombre d'incendies est en baisse. Beaucoup de mesures sont mises en place pour réduire l'occurrence et réduire l'intensité des incendies, contrôler les incendies beaucoup plus rapidement par des mécanismes soit de détection ou d'auto-extinction, le cas échéant. Mais les services d'incendie doivent évoluer pour réussir à maintenir leurs compétences, parce qu'il y aura toujours des feux. Fait que maintenir leurs compétences dans cet aspect-là, mais aussi de savoir répondre aux autres besoins de la population en matière de secours apporté, secours à la personne.
Alors, probablement, le service d'incendie de Lévis, par ailleurs, avec le service de premier répondant, est une organisation qui était, on va me permettre de dire avant-gardiste, parce que déjà à Fusion municipale, ça se faisait. Donc, depuis plus d'une vingtaine d'années, la ville de Lévis offre le service de premier répondant qui est en ligne directe avec un meilleur service préhospitalier pour sa population. Mais aussi, il y a tous les autres domaines, les autres spectres dans lesquels doit œuvrer un service d'incendie, ne serait-ce que sauvetage hors route, sauvetage en hauteur, en espace clos. Tout récemment, le service d'incendie de Québec s'est doté d'une équipe formée avec tout le matériel qui est requis pour les effondrements de structures. Alors, il faut trouver solution à la réponse immédiate des besoins de notre population, mais aussi faire évoluer nos organisations pour un meilleur partage de ces connaissances-là, de ces expertises-là. Et avoir l'ouverture d'esprit, puis là, étant un pied en dehors de la boîte maintenant, je me dis, il faut s'assurer que nos organisations poursuivent leur évolution à comprendre que chaque service d'incendie ne peut pas être autonome dans tout. Ouais. On se doit, à quelque part, de voir comment on peut faire en sorte, je m'en dis, de régionaliser. De partager. Ouais. Sans dire avoir des limites territoriales, mais avoir un contexte dans lequel on se doit de partager et de contribuer tout autant à travers ça, dans ce partage-là, pour faire en sorte qu'on puisse offrir à notre population, parce qu'ultimement, on travaille pour qui? Pour le citoyen. Ouais. En faire en sorte comment on peut servir le mieux possible notre citoyen, d'assurer sa sécurité, de contribuer à sa santé au mieux qu'on peut, puis avec les ressources dont on dispose. Les ressources dont, on le sait, on fait face dans notre société à des disponibilités limitées en fonds publics, qui fait en sorte qu'on doit trouver des solutions qui nous permettent de pouvoir tenir le niveau de service attendu avec les ressources dont on dispose. Alors, je pense que l'évolution doit passer vraiment par une meilleure collaboration, contribution, un modèle renouvelé auquel il faut penser que les limites territoriales physiques que l'on a, il faut voir comment est-ce qu'on peut mettre des lignes pointillées au lieu des lignes pleines. Oui. Oui, j'aime ça parce qu'en fait, c'est un sujet, c'est le sujet de l'heure, là. Tu sais, dernièrement, le ministère de la Sécurité publique a demandé aux villes un mémoire justement sur quel serait l'avenir des schémas de couverture de risque. Quelle est l'orientation que le ministère veut apporter? Bien, on entend beaucoup parler de ça, de peut-être abaisser les limites territoriales, puis de regarder, en fait, moi, je suis citoyen d'une ville, là. Je ne veux pas nécessairement que le camion qui se présente chez moi, si j'en ai de besoin, il vienne de la municipalité où je paye mes taxes. Je veux le plus rapide et celui qui est disponible le plus vite pour venir chez moi. Puis là, de plus en plus, on entend des services incendies qui automatisent les demandes d'entraide, dans le but d'avoir les ressources les plus rapides à arriver sur les lieux. Parce qu'en quelque sorte, le citoyen, si on le met au cœur de nos priorités, là, on ne devrait pas avoir à regarder le logo qui est sur la porte du camion quand il en arrive. On devrait juste savoir le plus vite, le plus disponible pour aider notre citoyen. Ça, c'est dur peut-être à concevoir, mais au final, tout le monde serait gagnant là, si on mettait en commun nos affaires puis on se partageait. Fait que j'ai l'impression, moi, que quand on regarde ça, là, ça semble être l'orientation que le Québec veut donner un peu. C'est le sens qui est supporté notamment par le milieu de la sécurité incendie. Oui. L'Association des gestionnaires en sécurité incendie civile du Québec l'a fait valoir notamment dans les 2 derniers congrès de plus en plus fort, la notion du regroupement des ressources ou la mise en commun des ressources. Qui permet de pouvoir faire en sorte qu'on utilise de façon la plus judicieuse possible les fonds publics pour assurer et de maintenir un niveau de service à la hauteur des attentes et des besoins. Il y a plusieurs modèles de sécurité incendie qui existent. On peut observer juste en Ontario, il y a un nombre beaucoup moins élevé de services d'incendie, donc des structures de gestion des organisations qui sont en nombre inférieur au Québec, pourtant avec une population qui est beaucoup plus grande que chez nous. Probablement un territoire qui est un peu plus petit, mais si on prend la surface ou l'empreinte au sol en fait, de la population, on est peut-être dans une empreinte qui peut être similaire. Mais quand on regarde aussi d'autres modèles ailleurs, puis je prends exemple en France, j'ai eu l'occasion d'aller voir et d'observer comment la structure est là-bas.
Mais on parle à peu près 99 départements dans un territoire qui fait, bon, vous allez me dire, 9 fois dans le Québec. Mais encore là, prenons l'empreinte là où la population elle est localisée. On est probablement dans une empreinte similaire. Et de faire en sorte que le nombre d'organisations soit moindre, probablement, favorise une meilleure appropriation des ressources, une meilleure utilisation des fonds publics disponibles, et aussi accorde une opportunité d'une structure organisationnelle qui favorise probablement encore là un meilleur échange. Or, c'est sûr qu'en matière de succès, de regroupement, probablement la départementalisation en incendie a été d'une grande aide. J'ai pu savoir récemment, il y a 35 000 communes, villes en France. C'est quand même OK. une norme Ben élevée oui. par rapport à nous, à 1000 quelques plus Oui. là, au Québec. Alors qu'on peut s'imaginer qu'il n'y aurait sûrement pas 35 000 services d'incendie en France. Mais dans la notion de la départementalisation, a favorisé la mise en commun des ressources. Puis à travers ça, ce qu'on peut aussi imaginer, c'est dans la situation, puis on pense sécurité civile, sinistre, Oui. catastrophe, ben ces 99 organisations-là qui sont en France, c'est probablement un peu plus facile de mobiliser des ressources d'un département pour venir en aide à un autre, plutôt que de devoir à contacter un nombre beaucoup plus élevé, 600 quelques au Québec. Là, les derniers chiffres, c'est 602 services d'incendie, je crois qu'on est au Québec maintenant. Alors, faire appel à travers ces organisations-là pour voir qui serait disponible pour venir en appui dans une situation qui se pense et qui requiert des ressources supplémentaires. Je prends exemple l'année des grands feux de forêt il y a Oui. 2 ans, où la ville de Sept-Îles requiert de l'entraide. La ville de Lévis a levé la main, on est allé, mais c'est 800 km de chez nous, là. Ben oui. Alors, faut se préparer, il faut se mobiliser, il faut nécessairement le temps que ça prend pour réussir à s'y rendre. On a fait, je pourrais quasiment dire, des appels individuels aux diverses organisations en disant qui peut envoyer quoi. Il faudrait penser à avoir ça préparé d'avance, Ben structuré oui. d'avance. Ça pourrait être, en Europe, ils appellent ça des colonnes de ressources. Fait que déjà, dans des circonstances auxquelles il y a des grandes périodes de feux de forêt, le sud est généralement plus impacté que le nord, par exemple la France. Il va y avoir des regroupements des ressources du nord qui déjà vont être en déplacement et mobilisés dans le sud en préparation de l'éventuelle saison des feux de forêt. Comment on peut éventuellement penser à pas dire un calque, mais un modèle comparable auquel S'inspirer. on a des régions administratives au Québec, mais comment à partir des régions administratives, on ne pourrait pas penser à déjà formaliser une forme de mise en disponibilité de ressources humaines, matérielles, pour favoriser une meilleur déplacement ou mobilisation des ressources pour pouvoir répondre dans une autre région administrative qui serait en besoin d'aide. Je trouve ça super intéressant parce que clairement, l'avenir tend vers là, puis on a beaucoup de questions à se poser. On parlait de statistiques, justement, on comparait l'Ontario au Québec. On a reçu, lors de la saison dernière, un capitaine au service incendie de Hawkesbury qui nous parlait de l'Est du Québec et de la réalité. Mais quand on regarde les statistiques, peut-être que je me trompe là, au niveau des chiffres, là, mais plus de la moitié de nos services incendies au Québec desservent des populations de moins de 5000 habitants. Plus de la moitié, là, quelque chose comme 60% des services incendies, ça en dit long, là, parce que, tantôt on parlait qu'un service incendie ne peut pas avoir et offrir tous les types de secours qu'une population a besoin. Fait qu'imaginons si on a je sais pas moi, la moitié, on a peut-être 350 services incendies qui desservent des populations de moins de 5000 habitants. C'est sûr que ces services incendies-là, qui sont autonomes, ils ne peuvent pas faire de la désincarcération, du sauvetage nautique, du sauvetage en hauteur. Ils ne peuvent pas offrir tout ce que le citoyen pourrait avoir comme urgence à vivre. Fait que c'est clair que l'avenir, elle est vers la régionalisation ou le partage de ressources, puis de créer des plus grandes entités, mais qui au final vont juste avoir un meilleur niveau de secours puis d'offres à donner aux citoyens. Je vais appeler ça la mise en commun. Je vais quand même être prudent par rapport à exprimer comment ça pourrait se structurer, mais on peut comprendre que dans l'expression des organisations, dépendant de leur grosseur, leur capacité, la disponibilité des ressources, qui sont pour la plupart effectivement des pompiers à temps partiel,
il faut penser à faire en sorte que les organisations puissent venir s'appuyer l'une l'autre. Oui. Alors, dans ces modèles-là, ça peut effectivement passer par une régionalisation, par un regroupement, par, on va dire, une émercialisation, Ouais. en fait, les MRC qui prennent charge. Il y a différentes formules qui peuvent être utilisées, puis c'est pas nécessairement aussi non plus formel. Je sais qu'on a un très grand sentiment d'appartenance par Ouais. rapport à nos organisations, Puis on est très et traditionnel. c'est ce qui nous habite beaucoup. Le nom de la ville qui est sur le véhicule, pour lequel je me rattache. Je ne m'identifie peut-être pas au service d'incendie de la municipalité voisine. Je serais forcé à devoir être mis en commun avec l'autre organisation. Ça prend de l'humilité, ça prend de l'ouverture, ça prend de la préparation. Puis il faut y aller avec je dirais, qu'une approche respectueuse. Ce sont des hommes et des femmes qui, leur sentiment d'appropriation et d'attachement à leur organisation, qu'ils ont forgé, créé, participé pendant nombre d'années, bien, on doit les amener à contribuer aussi à comprendre et à accepter les limites dans lesquelles ils se retrouvent éventuellement, puis de voir comment, avec eux, à trouver des solutions pour bonifier la capacité de réponse à la population. Une organisation à temps partiel qui se retrouve avec une disponibilité de 4 pompiers, bien, limitée à 4 pompiers. Mais si la ville d'à côté est capable de pouvoir aussi acheminer 4 pompiers, bien, ça en fait 8, puis on a probablement une On a meilleure gagné. capacité d'intervention. Alors, c'est vraiment amener les organisations, région par région, ville par ville, à penser au modèle qui fasse en sorte qu'il y aura une structure qui favorise la mise en commun, une harmonisation au niveau matériel, parce qu'à quelque part, il faut qu'il y ait une compatibilité du matériel, compatibilité en formation, compatibilité en méthode opérationnelle. Ça peut aussi partir vers une approche là, je vais peut-être me lancer dans des grandes idées, là, mais des doctrines. Cette doctrine-là, à quelque part, c'est de dire, bien, la formation au Québec, comment on peut faire en sorte que d'est en ouest, du nord au sud, je ne dis pas qu'elle est disparate, mais comment est-ce qu'on peut améliorer l'harmonisation, l'alignement de la formation, de nos méthodes opérationnelles pour faire en sorte de favoriser et faciliter l'échange entre les ressources pour que sur une scène d'intervention, ça soit le plus harmonieux possible, ça mettre le moins d'enjeux possible en santé et sécurité au travail, qu'au niveau des communications, ça puisse permettre aussi une communication. Chacun, si on a le système de communication puis ils ne peuvent pas se parler, ça ne va pas bien. Alors, tout ça fait en sorte, il y a un ensemble d'enjeux sur lesquels on doit se préparer. Ça prend un moment T, pour lequel on dit, Oui. on démarre là. Mais il existe encore là, puis je ne veux pas revenir encore sur le modèle européen, mais il existe des modèles qui peuvent tendre à nous donner des indicateurs sur comment on pourrait envisager une vision du futur auquel on favoriserait une harmonisation opérationnelle pour faire en sorte que sur une scène d'intervention, ce soit le plus compatible possible. Je me rappelle l'époque où j'étais à Outremont, faisais partie d'un réseau avec 6 autres villes en entraide intermunicipale. Bien, il y avait une approche pour que les 6 villes, bien, nécessairement, nos boyaux puissent se brancher l'un sur l'autre, qu'on avait des fréquences de communication communes qui nous permettaient de pouvoir, sur une scène d'intervention, se parler entre nous. Il y avait une harmonisation sur certaines méthodes opérationnelles, structures, ce qui favorisait à ce qu'on puisse travailler ensemble. Mais ce n'était pas forcément le même cas quand Outremont faisait appel à Montréal. Bien, Montréal arrivait, bien, il y avait leur système de communication, puis bien, l'un l'autre ne se parlait pas. Fait qu'on sectorisait en fonction de, bien, Oh mon Dieu. les pompiers de Montréal étaient ensemble, puis les pompiers d'Outremont et de l'Entraide étaient ensemble, puis c'était bien, quasiment du voix à voix, si on veut réussir à pouvoir communiquer d'une organisation à l'autre. Fait qu'il faut... c'est un gros château de cartes à monter. Mais on ne peut pas continuer à pousser ça dans le temps. Ben non, il me semble que ça fait des années qu'on en parle. Ça mais... prend... faut, on a vu profiter de l'occasion éventuellement pour se dire le marqueur dans le temps sera quand. Et puis qu'on puisse s'offrir l'opportunité de penser à ce modèle-là. Probablement, je suis en train de dire là, ça risque de faire sourciller bien du monde. Là. Mais bon, si on me demande c'est quoi l'incendie du futur, c'est ça. Là. Est-ce qu'on peut croire à un service d'incendie au Québec? Non. Mais est-ce qu'on peut voir à penser à une meilleure harmonisation du fonctionnement de la sécurité incendie au Québec? Il faut tendre vers ça. Max, par nous, tu as un beau projet en ce moment que tu fais chez vous. C'est incroyable, les maquettes en structure de bâtiment que tu es en train de construire. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces maquettes-là pour parler de la formation?
Ben écoute, Simon, en fait, c'est un outil pédagogique qui a été développé. C'est en fonction de. Tu sais, j'ai donné beaucoup de formations aux pompiers, puis la force de notre. Ce qui fait que notre formation était vraiment intéressante, c'est qu'à chaque groupe de travail qu'on donnait de la formation, c'est qu'on allait chercher des bâtiments qui étaient, exemple, en rénovation majeure. On allait trouver des chantiers où ce qu'on déplaçait les gens directement sur place, côté pratique de la chose, pour voir euh, la structure apparente un coup que l'ossature est à nu. Donc, le principe de faire des maquettes, c'était un petit peu d'éviter de faire ce déplacement-là et d'avoir accès à un genre de chantier en tout temps. C'est que là, dans le fond, on a une maquette. C'est un bâtiment qui est carré, où ce que chaque façade, c'est un type de structure. OK. Et par-dessus ça, il y a tous les types de toits qui sont en train d'être faits, qui vont être déposés par-dessus. Et là, on peut faire le lien avec la propagation, la conception, l'effondrement. Où ce que tous ces toits-là vont être interchangeables et on va pouvoir être en mesure d'aller chercher le maximum d'informations possible pour un seul et même bâtiment avec tous les types de structures. Je suis d'accord avec les propos qu'on vient de tenir. Puis s'il y en a qui sont curieux, tu sais, on a parlé de différentes formes de regrouper les ressources, mais à la première saison, on avait reçu François Tivierge, qui est directeur du service incendie de la MRC de Montcalm. Puis il nous avait parlé un peu du contexte, puis de comment est-ce que ce service incendie-là avait regroupé les différentes municipalités, puis la culture qui avait été impliquée, les valeurs communes qui avaient été mises ensemble. Fait que s'il y en a qui sont curieux de savoir comment est-ce que ces gens-là se sont pris pour régionaliser et pour fusionner, ben, je vous invite à réécouter cet épisode-là. En 2024, Richard, tu as participé au lancement de l'Association de la francophonie pour la santé des pompiers. Est-ce que tu peux nous parler un peu du rôle qu'a cette association-là? En fait, c'est issu de quasiment 7-8 ans de relations avec l'Europe, la France et la Belgique notamment, et peut-être un peu plus avec la France, sur tout le volet de la prévention des cancers chez les pompiers. Donc, remonte à peu près vers 2016, où je fais mes premières communications dans le domaine. Je tente à éveiller le milieu des pompiers au Québec sur la réalité ou la prévalence des cancers chez les pompiers. Première conférence notamment que je donne, c'est lors du congrès de l'Association des chefs à Gatineau à ce moment-là. La documentation sera disponible sur Internet. Éventuellement, la première édition du guide d'entretien des détenus Habits de combat, des oui. habits de combat. Je m'en ai dit des tenues de feu, comme disent nos Les amis Français. français, mais bon, les habits de combat. Fait en sorte que du côté européen, il y a un certain éveil à il y a une situation. Alors, de là, premier contact avec la France, je suis invité à donner quelques exposés, conférences, notamment, je n'ai donné une en Belgique, je n'ai donné quelques, en fait, 3 ou 4 faciles en France. Et puis, toujours en gravitant autour de ça, je m'aperçois qu'il y a un intérêt à mettre en commun, en fait, la recherche et puis le terrain. Mais beaucoup de l'information est nécessairement disponible en anglais. Maintenant, ce que je constate, c'est de rendre cette information-là accessible au milieu francophone. Alors, avec une gang en France, quelques-uns au Québec, on crée l'Association de la francophonie pour la santé des pompiers, donc au printemps 2024. L'idée derrière ça, c'est tenter de créer un pont dans le milieu de la francophonie, donc pas seulement entre la France et le Québec, mais aussi avec la Belgique et d'autres pays de la francophonie, tendre à mettre en relation la science, le milieu médical et les pompiers pour pouvoir partager l'information et amener notamment la science à faire évoluer sa recherche en fonction des besoins qui sont ressentis par le milieu médical, mais qui sont aussi dans la réalité des pompiers, et de voir à faire évoluer cela, et pas seulement, puis là, on utilise le mot santé des pompiers, parce qu'on ne veut pas que se concentrer sur la prévention des cancers ou la réduction des maladies oncologiques chez les pompiers, mais on peut parler de santé mentale, de santé physique sur divers aspects. Donc, ça ouvre le spectre sur cet élément-là. Oui, c'est ça. Au printemps dernier, j'étais président fondateur de cette association-là. J'ai passé le flambeau à un collègue français, Paul Malassigny, qui est lieutenant-colonel en France, qui en est maintenant le président. Alors, pour créer cette synergie-là. Alors, notamment, le 2 février, le
4 février prochain plutôt, il y aura déjà une première activité de cette association-là auquel le milieu des étudiants français sera invité à participer à une conférence. Donc, il y a diverses activités qui seront réalisées, mais c'est vraiment essentiellement vraiment, une association de connexion, on peut ainsi dire. Puis, je trouve ça très intéressant parce que, tu sais, je pense que ça fait partie des sujets de l'heure. La santé des pompiers, puis tout ce qui s'y rattache. Puis, je pense on a parlé tantôt de l'influence américaine, tu sais, qu'on vit ici au Québec parce qu'on est collé sur la frontière. Ben, souvent, les recherches qui sont faites, la documentation, souvent, le point de départ est en anglais. Puis, on doit après faire une interprétation, ou sans dire une traduction là, complètement, mais on doit comme s'inspirer de tout ça, alors que ben, il en existe de l'information, puis il y a de la documentation sur le sujet, sur la santé des pompiers en français. Oui, en fait, il y en a effectivement de disponibles, mais toutefois, c'est ça qu'à la base, la langue de la science, c'est l'anglais. Fait que, Oui. il faut, ça nous prend user de patience, sinon user de moyens pour réussir à rendre cette information-là disponible en français pour qu'elle puisse être comprise. Alors, c'est de solliciter le milieu, contribuer, en fait, à rendre tout ça disponible. C'est vraiment par l'éducation, par la sensibilisation, par l'information qu'on va amener le milieu à mieux comprendre la réalité. Puis aussi de ne pas s'arrêter à une seule prérogative, voir le spectre large, puis être capable d'avoir une pensée beaucoup plus complète Oui. sur une situation ou une problématique, ne serait-ce qu'en matière de santé chez les pompiers, pour réussir à se forger une opinion. Alors souvent, on va s'arrêter sur un sujet, une Oui. étude a dit que ça, c'est dangereux, fait que c'est dangereux de Ouais. facto. Puis il y a Alors, beaucoup de désinformation aussi là-dedans, là. est-ce qu'on peut regarder un peu plus large, puis de voir les facteurs contributifs, les autres éléments qui sont en cause, qui nous permettraient d'avoir une meilleure perspective? Alors, bon, c'est sûr, le sujet de l'heure, ben, je ne m'embarquerai pas là-dedans, mais les PFAS, les Oui, PFOS, puis on se dit, ah, écoute, c'est la source des cancers. Non, c'est l'une des. c'est l'une des. Et à travers ça, bien, oui, probablement que les tenues de feu, les habits de combat contiennent des PFAS, en contenaient une proportion beaucoup plus importante et des PFAS, PFOS plus instables auparavant. Aujourd'hui, on est dans une évolution technologique qui nous amène à avoir des textiles qui sont différents, avec des composantes qui peuvent peut-être présenter de nouveaux risques. Il faut vraiment le voir dans un contexte auquel prenons un temps d'arrêt, analysons les choses de façon appropriée, donnons la chance à la science, dans une approche factuelle, non émotive, à produire des résultats qui nous permettra de pouvoir constituer une opinion juste et factuelle et de prendre des décisions sur cette base-là. Très intéressant. Parlons un peu de sécurité civile, si tu me permets. Depuis quelques années maintenant, on vit des chamboulements, principalement au niveau environnemental peut-être, qui font en sorte que ça a un impact sur les services incendies, mais aussi sur la sécurité civile. J'aimerais qu'on parle un peu de quelle est la mission justement du service de la sécurité civile. Comment est-ce qu'ils font face aux risques naturels, aux situations d'urgence? Peux-tu nous en parler un peu? En fait, il faut le voir dans une perspective auquel, oui, les changements climatiques, notamment, nous amènent à faire face à des phénomènes météorologiques qui ont un impact sur la population. Et maintenant, on constate d'une récurrence plus rapprochée, d'une fréquence plus élevée, mais aussi d'un impact plus considérable. Il y a des phénomènes qui surviennent au Québec et pour lesquels, auparavant, on attribuait ça plus au Midwest, ne serait-ce que les tornades. Oui. On pensait aux ouragans. Ah, c'était en Floride, puis Georgie, Sur la Caroline. côte. Mais maintenant, on est rendu avec des ouragans qui ont des parcours qui tiennent leur force quand même assez considérable le long des côtes, puis maintenant montent jusqu'au Canada, alors qu'auparavant, c'était chose peu commune. Juste cet été, on a eu notamment Debbie qui est venu nous impacter lourdement, plus heureusement, malheureusement dans la région de Montréal, mais heureusement, on a été épargnés en région Québec-Lévis. Mais c'est dit, on fait face à ces situations-là. Puis auparavant, ce qui était des cas d'exception deviennent de plus en plus, je ne peux pas dire la norme, là, Fréquent. mais
on s'aperçoit qu'il y a quand même une taux d'occurrence plus élevé. On n'a qu'à penser aux inondations, feux de forêt, les situations de grand vent aussi et d'orages violents qu'on vit l'été. J'ai l'impression qu'on a de plus en plus des météos en dents de scie au Québec. Ben, les modèles météorologiques que l'on connaissait auparavant, je pense qu'on ne peut plus s'y fier. Ou quelque part, il y avait des tendances. Ben, maintenant, on constate juste cette année, en fait, dans la région de Québec, s'il y a 5-6 cm de neige au sol, c'est beau. Alors qu'on est habitué à des mètres et demi, 2 mètres de neige, c'était très commun. Ça peut nous préoccuper parce qu'on se dit, ben s'il y a peu de neige là, ça va être quoi au printemps et à l'été? Les réserves d'eau, la sécheresse potentielle, tout ça, il y a un dérèglement climatique significatif sur l'ensemble de la planète. On voit les impacts que ça a. Prenons la région de Valence en Espagne récemment, qui a vécu des inondations atroces. La France qui en a vécu tout autant. Les feux, en fait, tout juste la semaine dernière, puis ça court encore. En Californie, jamais on aurait pu s'imaginer... En fait, quand Jasper, malheureusement, passe au feu, quand le feu de Maui, en fait, en Hawaï, qu'encore là, une ville a passé au feu, on se dit, ben voyons donc, comment ça se peut se passer? Fort McMurray, comment est-ce qu'on peut s'imaginer qu'une ville comme Los Angeles vive des incendies d'une telle véracité, force, qui fait en sorte qu'on se retrouve avec des milliers de bâtiments détruits, des populations déplacées. Alors, il y a lieu à mieux se préparer. Pour réussir à bien se préparer, nécessairement, c'est comment on peut réussir, encore là, à favoriser la mise en commun des ressources dans une organisation municipale pour réussir à pouvoir surmonter les effets potentiels d'un sinistre majeur. Un bureau de sécurité civile, c'est ça son rôle. Essentiellement, le bureau de sécurité civile travaille avec les autres services municipaux et d'autres organismes, et je me dirais quasiment gouvernementaux, qui peuvent être sollicités dans un contexte auquel il y aura un sinistre majeur et qui a un impact sur le fonctionnement normal de la collectivité. Quand un sinistre survient, un incendie majeur, le service d'incendie est capable de le contrôler, de le limiter dans le pâté de maison auquel il se trouve, en fait, à l'intérieur du bâtiment auquel il se trouve, fait en sorte qu'on va dire qu'on est dans des opérations relativement normales. Oui. Toutefois, lorsque ça commence à se propager potentiellement de bâtiment en bâtiment ou que la nature de l'incident a un impact qui nécessite une évacuation, un confinement, une mise à l'abri d'une population, c'est là où d'autres services doivent venir en appui au service d'incendie. Service d'incendie qui travaille à contrôler l'événement proprement dit, mais là où les impacts à l'extérieur de ce périmètre immédiat-là, ils doivent être pris en compte. Une structure de sécurité civile, en soi, permet de pouvoir venir faire un appui au service d'incendie pour prendre en charge ce qui va se passer à l'extérieur du périmètre. Prendre soin, charge des citoyens, voir à s'assurer que l'alimentation en eau soit adéquate, peut-être assurer un périmètre au niveau du secteur pour limiter les accès par nécessairement l'implication du service d'incendie, des travaux publics qui pourraient être installés, la signalisation des tréteaux, voire une évacuation des résidents qui sont exposés à l'utilisation des transports en commun. Toute la mise en coordination, la mise en commun des autres services en appui à la réalisation de l'objectif d'assurer la sécurité de la population et la protection des biens, c'est là où vient jouer un rôle important ou intéressant le Bureau de sécurité civile. Et quand survient un sinistre majeur, on peut penser à un tremblement de terre, une tornade, ou on voit notamment les impacts qu'a eu dans les dernières années ou qu'on a vécu au Québec. La structure de sécurité civile, c'est une structure de coordination, de mise en commun de ressources internes et externes, favorisant la stabilisation et éventuellement le rétablissement de la situation. Et ça demande beaucoup de préparation. Tout autant, si un service d'incendie a des méthodes opérationnelles pour intervenir sur des scènes d'intervention qui sont propres dans la mission d'un service d'incendie, un bureau de sécurité civile met en place des plans particuliers d'intervention en fonction des risques, en fonction des types d'aléas auxquels elle peut être exposée. Alors, des inondations, ça peut être un tremblement de terre, ça peut être un ouragan, une tornade, sans nécessairement être capable de fixer la conséquence potentielle. C'est de voir à l'état de préparation en amont pour faire en sorte que tous les services concernés qui peuvent être susceptibles d'être impliqués à l'intérieur de la gestion d'un événement puissent être mieux préparés, comprendre leur rôle, leurs responsabilités et de voir à mettre en place aussi, à travers ça, la structure de gestion et de coordination appropriée.
Donc, quand survient cet événement-là, dire, est-ce que le service d'incendie a toujours son rôle? Oui, il a son rôle, mais il y a un rôle terrain. C'est la réponse immédiate au sinistre. Ouais. Le service de police a un rôle immédiat aussi à rendre sur le terrain en fonction du sinistre. Mais aussi, il faut voir dans la perspective, la ville, du mieux possible, doit continuer à fonctionner. Comment on réussit aussi à prendre en considération les ressources disponibles attribuables à contrôler l'événement, tout en assurant une certaine continuité des opérations ou en fait des services à la population dans d'autres contextes. Alors, le Bureau de sécurité civile et l'Organisation municipale de sécurité civile, parce qu'il faut, sans dire, c'est deux patentes, mais le Bureau de sécurité civile, c'est l'administration, donc tout le volet de la préparation, de la structure, de l'analyse de risque, de la rédaction des plans particuliers d'intervention, tout le volet de rencontres préparatoires, coordination en amont des événements. Et c'est souvent le conseiller de l'Organisation municipale de la sécurité civile lorsque survient le sinistre et on mobilise les mesures d'urgence, on mobilise l'Organisation municipale de la sécurité civile, bien là, rentre en place la structure pour laquelle il y aura un coordonnateur, des représentants des différents services concernés par la gestion d'événements et la coordination de la mise en commun des ressources. Puis, est-ce que tu dirais que on a parlé de préparation, mais quelle forme d'entraînement est-ce qu'on peut faire pour, justement, pour s'assurer que tous les acteurs qui pourraient être impliqués de près ou de loin dans un sinistre soient prêts à intervenir? Parce que souvent, quand on parle, on déclenche les mesures d'urgence, l'incendie, la police, les pompiers, les paramédics sont habitués de travailler dans des situations comme celle-là. Mais quand on déclenche, puis là, ça vient à impacter les autres services d'une ville, par exemple, est-ce que ces gens-là sont prêts? Est-ce qu'ils ont reçu de la formation? Comment ça se passe? Alors, donc, on peut, dans la préparation, en fait, on pourrait avoir quelques volets. Bon, le premier temps, on parlait d'état de préparation. Oui, il faut donner de la formation à l'ensemble de l'organisation municipale pour connaître leur rôle, leur responsabilité dans l'éventualité de leur implication à l'intérieur de la gestion d'un sinistre. Pourquoi? Souvent, ça les sort de leur chemin habituel. Parce que quand pompier, l'alarme sonne, on shift à mode urgence et on intervient en urgence. La plupart des autres services municipaux ne sont pas dans un contexte d'urgence. Ils sont dans un contexte de travail habituel. Mais là, parce qu'on est dans un contexte d'urgence, il y a rapidité d'agir, il y a des actions immédiates qu'on doit porter. Ça peut les sortir de leurs habitudes. Alors, nécessairement, la formation préparatoire amène les membres de l'organisation, des différents services municipaux, à mieux comprendre le fait qu'on passe des opérations normales à des opérations d'urgence. Puis qu'à travers ça aussi, comme gestionnaire de ce service-là, il est possible que tu aies à maintenir un niveau de service régulier, mais que tu dois dédier des ressources pour pouvoir intervenir à contrôler la situation d'urgence. J'ai besoin d'un camion avec du sable pour faire de l'endiguement. C'est pas demain, c'est là. Fait que donc, c'est immédiatement, on mobilise un chargeur, on va remplir un camion, puis le camion s'en vient le plus rapidement possible. Bon, c'est pas un véhicule d'urgence, il faut respecter entièrement le code de sécurité routière, mais dire on y va avec empressement, sans délai, pour se rendre sur les lieux et rendre les matériaux, notamment le sable disponible, pour faire l'endiguement. Alors, c'est amener l'ensemble de l'organisation à comprendre ça. Fait qu'il y a tout le volet de préparation, compréhension, je dirais sensibilisation. Après ça, il y a aussi tout le volet de la notion de la coordination. Gérer un événement, une situation d'urgence, demande nécessairement un état de préparation. Ça demande une capacité à pouvoir à mobiliser, éventuellement à regrouper ces ressources-là et connaître et comprendre le système dans lequel on va vivre. Une des distinctions entre la structure de réponse police ou pompiers ou des services d'urgence, on travaille en système de commandement sur le terrain. Donc, c'est du top-down. Il y a un commandant des opérations de secours et puis on pense les commandes puis on intervient. En matière de sécurité civile, on est beaucoup plus dans une approche de coordination. On met en relation les ressources. On va passer des commandes, mais souvent, dans le contexte des commandes, elles sont faites dans une approche concertée. Alors donc, ça amène aussi un schéma un peu de pensée qui peut être un peu différent. Mais l'autre avantage ou objectif aussi, c'est dans cette réflexion-là de coordination, des fois, il peut aussi émerger des bonnes idées qui, peut-être, on aurait tendance à prendre le chemin droit, mais que finalement, on allait un petit peu à gauche par une proposition, par une recommandation
En fait, des fois, juste un pourquoi nous amène à penser un peu plus loin, puis on peut peut-être prendre une décision autre. Donc, formation, coordination. Et maintenant, ben, quand arrive l'événement proprement dit, ben, c'est le volet de déclenchement de la structure. Comment on peut se préparer? On peut faire des exercices de table. Bon, oui, on fait des mises en situation, des intrants, puis voici, il arriverait telle chose, comment tu réagirais? Il arriverait telle situation, tel bloquant, comment tu vas réagir? Ou tout autant, on peut arriver à faire des simulations dites terrain, sur lesquelles ben, on peut avoir du déploiement ou du très grand déploiement. Alors, par exemple, récemment, la ville de Lévis, avec Valero et Pipeline Saint-Laurent. Alors, il y a un pipeline qui relie Montréal, en fait, le Valero, la raffinerie de Québec et le terminal de Montréal pour l'entreposage. Bien, on a simulé qu'il y aurait un bris sur une terre agricole à Lévis. Et ben, c'était sous l'égide de Pipeline Saint-Laurent qui devait organiser cet exercice-là. Nous, on s'est intégré à l'intérieur de ça pour favoriser l'opportunité, en fait, prendre l'opportunité, favoriser l'entraînement de notre structure de commandement, en fait, de coordination plutôt des mesures d'urgence. Fait que sur le terrain, bien, il y a eu des acteurs qui agissaient comme la structure. On a mis en place un COUS, donc un centre d'opération d'urgence sur site, lequel ben, c'était sous l'égide de l'officier commandant, c'était un pompier, et il y avait ben, police, travaux publics, environnement, alors donc ministère de la Sécurité publique, plusieurs ressources qui étaient sur le terrain, donc il y avait la coordination proprement dite de l'événement. Puis, ben, au-dessus de ça, ben, il y avait la coordination ville. On a mis en place l'organisation des mesures d'urgence, donc coordonnateur des mesures d'urgence avec des représentants des différents services qui seraient dans les contextes mis à contribution pour pouvoir maîtriser la situation. Fait que c'est de créer des opportunités semblables. Alors, soit, je dis, exercice de table ou exercice réel avec réel déploiement sur le terrain qui amène à pouvoir développer les habiletés. Parce qu'encore là, des sinistres majeurs, tout comme les feux, on n'en vit pas nécessairement beaucoup. Puis quand ça arrive, ça frappe fort. Fait que, il faut réussir à se préparer. Écoute, Richard, j'apprécie beaucoup le temps que tu as pris avec nous. J'avais une dernière question pour toi. C'est peut-être une question où je demande d'un point de vue un peu plus personnel, mais je voudrais savoir, à ton avis, quel est l'état actuel de la sécurité civile au Québec? Est-ce qu'on est en avance? Est-ce qu'il nous reste encore des défis à surmonter? Bien, la sécurité civile, c'est un domaine dans lequel il y a encore, je crois, beaucoup de chemin à faire. Beaucoup d'organisations municipales se prennent en main, structurent, mettent en place beaucoup en fait, il y a beaucoup d'améliorations, mais demeure encore que dans des plus petites municipalités, encore là, avec malheureusement moins de ressources et de moyens, ben, ça peut être beaucoup plus limité. Alors, il y a beaucoup d'efforts faits par le ministère de la Sécurité publique pour sensibiliser, aider, outiller les municipalités de par le déploiement des organisations régionales de sécurité civile au niveau du MSP. La plupart je veux dire, les grandes villes du Québec réussissent à s'organiser, se structurer. Il y a beaucoup d'entraide de coordination entre les grandes villes. Plusieurs comités de travail existent sont mis sur pied pour pouvoir faire évoluer certains domaines, notamment, je pense, exemple, l'hébergement d'urgence. Mais si on aurait une population, puis je peux juste imaginer ce qui se passe à Los Angeles où des dizaines de milliers de personnes sont déplacées. Prendre en charge populations déplacées semblables. Alors, il y a beaucoup d'efforts et de travail qui sont faits, beaucoup de mise en commun, mais on a du chemin. On a du chemin. Puis c'est là où ça m'intéressait, c'est ce défi-là de contribuer à l'évolution de la sécurité civile. Pendant près de 39 ans, j'étais dans le domaine de l'incendie du mieux que je pouvais, avec ma pleine volonté et capacité. J'ai travaillé à influencer le milieu, faire évoluer le milieu comme j'aurais pu. Maintenant, c'est l'opportunité qui se présentait devant moi de dire, ben, je veux être acteur du changement. Alors, dans ce contexte-là, ben, en acceptant le poste de directeur du bureau de la sécurité civile à Lévis, ben, c'est cette opportunité-là de mettre en valeur l'état de préparation de la sécurité civile, tenter et travailler à faire que la ville de Lévis soit aussi un modèle dans le contexte, avec une équipe extraordinaire. Actuellement, j'ai 2 conseillers en sécurité civile qui travaillent d'arrache-pied à rencontrer nos objectifs. On aura l'opportunité d'avoir une 4e ressource dans les prochains mois, en fond de notre équipe, à faire évoluer la sécurité civile chez nous pour en faire un modèle. Mais tout autant,
contribuer, se rendre disponible aux autres municipalités pour pouvoir ensemble s'aider à faire évoluer le milieu de la sécurité civile. Ben, Richard Ravenot, merci d'avoir pris le temps de discuter avec nous de ces enjeux-là, parce que la sécurité civile, je crois que c'est un enjeu, c'est d'actualité, et tant mieux si le département de la sécurité civile de Lévis peut être un modèle et peut influencer peut-être d'autres municipalités à faire tout autant. Ben, merci de l'invitation. Fait que merci beaucoup tout le monde d'avoir été à l'écoute de cet épisode du podcast de Flash Formation et à très bientôt.